Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se concentrer sur quelque chose qui, encore une fois, est au cœur de l'économie. Cette semaine, j'ai nommé la monnaie. Beaucoup de gens pensent savoir ce que c'est, mais en fait, il y a beaucoup plus de choses à dire que ça. Alors, la monnaie, ce n'est pas seulement un moyen d'échange, mais elle est également au cœur de notre économie. C'est vraiment le sang de notre économie, c'est vraiment un flux. Elle existe sous plusieurs formes, fiduciaire ou scripturale. Elle possède donc 3 fonctions, on va y revenir, et elles sont bien évidemment créées par les banques centrales et diffusées via les banques commerciales. Alors, comme je sais qu'une image vaut 1000 mots, voici un petit schéma de la création monétaire. Donc on voit bien qu'il y a une banque centrale qui émet et garantit de la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire les pièces et les billets, qui sont utilisés par les agents économiques, que ce soit des particuliers mais aussi les entreprises. De l'autre côté, elle émet et garantit également de la monnaie scripturale, donc de la monnaie électronique sur les comptes en banque, qui sont donc gérés par les banques commerciales, qui elles-mêmes donc vous donnent de la monnaie scripturale. Donc cette monnaie est créée lors de l'obtention d'un crédit et finalement est détruite lors du remboursement. Comme je vous l'ai dit, donc, les banques commerciales créent la monnaie grâce au crédit et cette monnaie est détruite lors du remboursement du crédit. Et donc la monnaie a cette particularité d'être créée par donc, les banques centrales ou les banques commerciales ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien grâce au crédit. Donc vous voulez 100 000 € pour votre maison, on ne va pas prendre dans les réserves, mais on va vous créer 100 000 €. Ensuite, les monnaies fiduciaires, donc les pièces et les billets, sont émis par la banque centrale et la banque commerciale n'a finalement rien à dire à ce niveau-là. Et la monnaie scripturale, c'est vraiment la monnaie sous forme numérique, créée par les banques lors du crédit, et c'est la majorité finalement de la monnaie qui transite. Et donc, finalement, pas besoin de CBDC, ça c'est quelque chose de beaucoup plus personnel. Je ne pense pas que les CBDC soient une vraie bonne idée, parce que finalement, je vais dire 80% peut-être de la masse monétaire est déjà électronique. En début de vidéo, je vous parlais bien évidemment des 3 fonctions de la monnaie. Donc la monnaie a toujours 3 fonctions, généralement, pour pouvoir s'appeler monnaie. Le premier, c'est le moyen d'échange. Elle permet donc de faciliter les transactions et donc d'éviter le troc, donc de passer au-delà des problèmes du troc, c'est-à-dire que, un exemple, voilà, vous payez en euros chez le boulanger au lieu d'échanger des biens, parce que dans le cas du troc, si vous n'avez pas ce que le boulanger veut, il n'y aura pas d'échange. Et donc la monnaie permet de fixer un prix et d'être utilisée comme moyen d'échange potentiellement universel, en tout cas à l'échelle d'un pays ou d'une zone économique. Ensuite, une unité de compte, la monnaie sert à mesurer et exprimer la valeur des biens et des services. Parce que, je reprends un exemple, si vous dites qu'une baguette vaut 2 € et une voiture 20 000, vous pouvez comparer. Alors que si vous dites qu'une baguette vaut, je ne sais pas moi, un saucisson, dans l'ère du troc, ou bien qu'une voiture vaut 2 chameaux ou 4 chèvres, c'est compliqué de voir la nuance et de pouvoir comparer la valeur des biens entre eux. Donc ça c'est très utile. Et enfin, c'est une réserve de valeur normalement, et la monnaie permet de conserver du pouvoir d'achat pour consommer plus tard. Donc vous pouvez un petit peu normalement la stocker, même si la monnaie est un flux. Et donc, vous mettez de l'argent de côté sur votre compte pour des vacances ou des projets futurs. Et donc, si on ne tient pas compte, en effet, de l'inflation, normalement, votre euro sera toujours sur votre compte en banque dans 6 mois. Et ça permettra de réaliser vos projets. Alors maintenant, c'est bien beau d'avoir une monnaie, mais comment est-ce qu'elle est créée ? Eh bien, il existe 3 théories sur la création monétaire, et quand on parle de création monétaire, c'est qu'on augmente cette masse monétaire, et donc la première, la plus connue, et je vais dire la plus acceptée par les économistes, est la théorie de la création ex nihilo, donc à partir de rien, et donc les banques commerciales créent la monnaie lorsqu'elles accordent des crédits. Ok. La deuxième théorie est celle du multiplicateur de dépôt, c'est-à-dire que nous sommes dans un régime où les banques fonctionnent sous réserve fractionnée, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas 100% des actifs des clients dans leur coffre. Ces actifs sont investis et donc les banques prêtent une partie des dépôts reçus
elles investissent le reste, et donc ce qui multiplie la monnaie via l'effet de réserve fractionnée, c'est-à-dire que si quelqu'un a 100, il met 100 dans une banque, la banque légalement ne doit garder que 10 en fait en coffre, et donc ça veut dire qu'elle peut prêter ou investir les 90, et donc elle va donner 90 à quelqu'un, ou 90 pour les Français, et cette deuxième personne peut remettre ses 90 en banque. Et donc la banque, sur ces 90, ne doit garder que 9. Et donc elle peut réinjecter, donc il y a un effet de levier sur la monnaie. Et la troisième, c'est le chartalisme, et donc c'est le fait que l'État crée monnaie en dépensant via la banque centrale, donc c'est en émettant des bons du trésor. Pour se financer, eh bien, il y a généralement une banque centrale qui va aller racheter aux acteurs qui l'achètent, donc pour créer la monnaie. Et cette création monétaire est plus ou moins aux alentours des 8% annuels dans les plus grandes monnaies. Dans cette partie maintenant de la vidéo, j'aurais aimé toucher un petit peu à l'inflation. Et donc voici un slide de la vidéo précédente, et où j'avais dit que le but des banques centrales, c'était de maintenir une inflation aux alentours des 2%. Alors déjà, pourquoi 2%? Eh bien, tout simplement parce que c'est arbitraire. Voilà, la banque a décidé, les banques centrales à travers le monde ont décidé que 2% d'inflation, c'était quelque chose de souhaitable pour continuer à booster un petit peu l'économie. Pourquoi? Tout simplement parce que un bien qui augmente de 2% annuel permet finalement d'acheter plus et d'être plus dans cette société de consommation. Parce que quelqu'un qui voit la valeur d'une voiture, par exemple une voiture neuve, augmenter au fil des années, va avoir tendance à l'acheter tout de suite, plutôt que d'attendre 2, 3, 4 ans pour qu'elle soit plus chère. Et donc c'est ce cycle de consommation qui pousse beaucoup plus à la consommation plutôt qu'à l'épargne. Dans la théorie, l'argument contre cette inflation à zéro ou même une déflation, donc une inflation négative, est de dire les gens attendraient avant de consommer. Ce qui est finalement un peu biaisé parce que à un moment, si on a besoin d'un ordinateur, on finira toujours par en acheter un de toute manière. Par contre, ce que j'aime bien avec une déflation ou une inflation négative, donc, ce serait peut-être que les gens seraient peut-être plus parcimonieux avec leurs achats et gaspillerait beaucoup moins. Mais ça, c'est un autre débat. Pour rappel, l'inflation, c'est la hausse généralisée des prix. Ça veut dire que tous les biens et services deviennent plus chers. Et nous voyons que parfois, c'est avec des chocs. Ici, donc dans les années 70, il y a eu le choc pétrolier aux États-Unis, ce qui a fait exploser les prix. Mais généralement, ces chocs inattendus, assez brefs, tendent à revenir à la normale. Il y a donc le deuxième composant de l'inflation qui est la création monétaire. Donc il y a deux choses, l'inflation peut résulter de chocs, comme il y avait eu il y a quelques années avec le blocage du canal de Panama. Les bateaux devaient donc prendre une autre route qui coûtait plus cher et ça s'est ressenti donc sur le prix des biens. Et l'autre côté, c'est vraiment la création monétaire. Dans les news, dans les médias généralement, on nous parle d'inflation donc aux alentours des 2%, mais il faut garder à l'esprit que ce chiffre est un chiffre glissant, donc c'est le prix sur une année glissante, c'est-à-dire que quand donc demain, on va perdre un point de data d'il y a 365 jours. Et donc, ça veut dire que si on a eu un pic inflationniste il y a un an, eh bien ce pic inflationniste n'est plus repris dans les datas, et donc les chiffres de l'inflation sont meilleurs. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'inflation est revenue au prix de départ. Ça, nous allons le voir. Donc l'inflation, généralement, est calculée par le CPI, donc le Customer Price Index, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, et donc parce que les biens et les services ne réagissent pas de la même manière à l'inflation, ils ont fait un espèce de panier de la ménagère, un panier pour les ménages, en calculant donc des pourcentages de ce que vous achetez. Donc la nourriture, c'était, je n'ai plus les chiffres en tête, mais peut-être une vingtaine de pourcents, l'immobilier peut-être 5 à 10%, ce qui est complètement faux par rapport à la réalité des ménages. Mais
Néanmoins, ils ont essayé de faire quelque chose de plus ou moins harmonisé, même s'il n'y a pas vraiment de mesure. Et donc l'inflation, c'est pire que ce qu'on pense, hein. Donc 2% annuel, quand on regarde donc une baguette qui aurait coûté 5 euros dans les années 2000, ne coûterait que 6 euros maintenant. On dirait que c'est pas grand chose, mais c'est quand même 20% d'inflation cumulée en 10 ans, c'est quand même assez monstrueux. Et en 2024, nous sommes en plus de 2010 à 28,6% d'inflation cumulée, ce qui est gigantesque, ce qui fait finalement que la monnaie, depuis finalement la création de l'euro a perdu plus de la moitié de sa valeur, ce qui est monstrueux. Ce qui est plus pervers, c'est que l'inflation touche également tout, mais c'est aussi avec ce CPI qu'ils indexent vos salaires. C'est-à-dire que si vous gagnez dans les années 2000 2000 euros, eh bien pour avoir le même pouvoir d'achat, pour pouvoir acheter les mêmes choses avec donc des chiffres officiels qui sont généralement bien en deçà de la réalité, vous devriez gagner en 2010 2410 euros. Et en 2024, 3000 euros. Donc si votre salaire de base est de 3000 euros quand vous commencez votre carrière, c'est comme si vous aviez commencé votre carrière il y a 20 ans, enfin il y a 24 ans, à 2000 euros. Et donc c'est quelque chose dont on se rend pas forcément compte. On se dit bah voilà, nos enfants ils gagnent super bien par rapport à quand moi j'ai commencé à travailler par exemple, mais en fait c'est pas le cas du tout. Et ça, vous vous doutez bien que c'est sans compter les hausses d'impôts, de taxes, de prélèvements, de toutes sortes. C'est également pour cette raison que l'inflation est généralement appelée le tueur silencieux par certains économistes, parce que c'est très insidieux, les gens ne le voient pas, ils ne voient que l'augmentation de leur salaire et sont très contents quand ils ont une hausse de 2% de leur salaire brut, alors que finalement l'inflation officielle est peut-être à 5%, et donc ils ont perdu 3% net, sans compter que les 2% d'augmentation sont sur le brut, et donc généralement ils passent de tranches d'imposition et ils perdent. Alors avec toutes ces informations là, on pourrait même remettre en cause la fonction de réserve de valeur d'une monnaie. Et comme une fois n'est pas coutume, une image vaut 1000 mots, voici donc l'euro. Depuis sa création, on voit qu'il a perdu quasiment 60% de sa valeur réelle, et à droite, vous voyez la même chose avec le dollar, donc qu'il a depuis plus longtemps, et vous voyez qu'il a perdu 99,9% de sa valeur, ce qui est monstrueux par rapport donc aux années 1910. Le résultat est là en fait. Votre monnaie que vous pensez stable ne l'est en réalité pas du tout, et avoir, imaginons, 100 000 euros sur un compte, avec une inflation cumulée depuis 2017, je l'ai dit, de 28%, c'est absolument monstrueux. 28%, vous avez perdu 30 000 euros sur les 100 000 de pouvoir d'achat. C'est hallucinant. D'où l'importance d'investir votre argent. Le problème, c'est également que nos États arrivent dans ce qu'on appelle une trappe à dette, c'est-à-dire que c'est impossible de s'en sortir, encore moins de la rembourser, et donc tout ce qu'ils font, c'est aller vers le mur de plus en plus vite, en créant de plus en plus d'argent, donc en créant de plus en plus d'inflation, et la seule manière de limiter la casse, ce serait de réduire les dépenses publiques, comme je l'ai dit donc dans la vidéo précédente. Malheureusement, c'est très très impopulaire, les gens ne voteraient pas ça, et donc ils préfèrent garder le statu quo et mourir à petit feu, mais c'est quelque chose qui, avec les sommes de dettes actuelles, est complètement insoutenable, et ils continueront à dévaluer l'argent. Alors pourquoi est-ce qu'il y a de l'inflation? Surtout pour les États, pourquoi ils aiment ça? Aussi, deuxième raison, c'est que ça leur permet de dévaluer la valeur de leur dette. Parce que 3300 milliards comme en France actuellement, donc en 2025, on est en 2025, oui, eh bien ça ne vaut pas la même chose que 3300 milliards en 2010. Vous l'avez bien vu. Et donc le fait d'avoir une dette énorme, eh bien pousse à fabriquer de l'inflation pour que cette dette valent moins, en gros. Et donc, en conclusion, eh bien, il faut quand même garder en tête que la monnaie est quand même quelque chose d'utile au centre de l'économie d'un pays ou d'une zone économique, comme l'euro, qu'elle a donc 3 fonctions, qu'il y a création de monnaie ex nihilo, c'est la principale théorie économique, et que surtout l'inflation est un tueur silencieux, mais qui est également un outil politique, que ce soit pour booster la consommation
des gens et donc les pousser à moins épargner puisque un euro sur un compte en banque perd du pouvoir d'achat chaque année. Mais aussi, ça permet de dévaluer cette dette astronomique que les États possèdent.